Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus assister à cette table ronde. Avec ce matin au programme l'épidémiologie du cancer du sein. On va voir les facteurs qui peuvent être associés à la survenue du cancer du sein. Ça nous permettra donc de mieux comprendre aussi comment s'en protéger. Que ce soit des risques qui soient liés à l'environnement, à nos comportements ou des risques génétiques. Et donc on a la chance d'avoir 4 experts avec nous. Et donc le docteur Daubis, qui est médecin épidémiologiste, le docteur Van de Per, qui est oncogénéticien, le docteur Hérin, qui est médecin du travail, et le docteur Moton, qui est chirurgienne oncologue, et qui est à l'initiative des Rubies. Voilà, vous avez dû voir le stand avec cette activité de rugby. Donc on fait la dernière préparation pour le... Oui. Donc on va pouvoir commencer avec le docteur Daubis, qui est épidémiologiste, directrice des registres du cancer du Tarn. Alors, il paraît qu'il faut que je monte. Ça va? On me voit bien? Bon, je vais commencer en fait à vous présenter quelques données sur le cancer du sein, puis après on finira en fait sur les principaux facteurs de risque, les principales causes qui sont identifiées. Alors on verra que elles sont pas toutes connues en fait les causes, donc il y a des études qui sont en cours et puis il y a des études probablement à mener pour pouvoir identifier tous ces facteurs de risque. Alors, quand on regarde quel est le poids du cancer dans le monde, le cancer du sein dans le monde, on voit que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez les femmes. Alors aujourd'hui, je traite que du cancer du sein chez la femme, en fait. Ça existe aussi chez l'homme, mais on a très peu de données sur ce cancer chez l'homme. Donc, toutes les slides que je présente, c'est uniquement le cancer du sein chez la femme. Donc, on voit que par le monde, en fait, le cancer du sein, pour la plupart des pays, il vient au premier rang des cancers féminins, éventuellement au deuxième rang dans les pays d'Afrique centrale. Mais sinon, c'est un cancer qui est vraiment très fréquent, qui vient au rang numéro 1 dans tous les pays du monde. Par contre, quand on regarde en termes de taux, donc pas de rang mais de taux, on voit qu'il y a des disparités en fait, des taux qui sont plus faibles en Afrique et des taux qui sont plus élevés en Amérique du Nord notamment, un peu en Amérique du Sud, très élevé aussi en Europe de l'Ouest et Europe du Nord, et puis aussi en Australie. Donc ça sous-tend qu'en fait, il y a des différences d'exposition à des facteurs. En fait, on va voir quels sont ces facteurs en fonction des pays et donc des causes concurrentielles d'autres facteurs en fait, des facteurs qui peuvent être différents en fonction des pays. Ici, je vous ai présenté les projections d'incidence pour 2023. Donc l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas de cancer qui survient une année donnée. Donc ici, pour l'année 2023, on voit qu'il y a un petit peu plus de 61 000 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués. Et le cancer du sein, hommes et femmes confondus, c'est le cancer le plus fréquent, devant la prostate en fait, et devant le cancer du poumon. Ce cancer représente plus d'un tiers des cancers féminins. La moitié des cas survient après 64 ans. Et quand on regarde la répartition par âge, on voit que près de 6 cancers sur 10 surviennent dans la tranche d'âge qui est concernée par le dépistage organisé, c'est-à-dire chez les 50-74 ans. Néanmoins, le cancer du sein chez la femme âgée n'est pas rare, puisque 24%, enfin près d'un quart des cas surviennent chez des femmes dites âgées. Et le cancer du sein chez la femme jeune existe aussi, représente 5% des cas avant 40 ans. Ici, c'est une carte qui montre un petit peu les disparités d'incidence au niveau des territoires français, des départements et régions françaises. Donc on voit que la carte, elle est un petit peu fade en fait. Ça veut dire qu'il y a très peu de disparités d'incidence. Pour d'autres cancers, il y a beaucoup de rouge par exemple. Là, ce n'est pas le cas pour le cancer du sein. Et on voit aussi... Alors, on va essayer ça, pardon. C'est le truc que j'aurais dû tester avant. Bon.
Alors, par contre, vous voyez la carte, elle est jaune. En fait, moi, je vois du vert. Donc, c'est un peu, c'est pas exactement. On voit qu'en région Occitanie, en fait, il y a une légère sous-incidence. En fait, hein. La carte, elle est un petit peu plus verte qu'ailleurs en France. Donc, ça veut dire, pardon, ça veut dire que on est. Je vais y arriver. J'ai pas mis mes lunettes. Oui, donc vous voyez, cette carte, elle est, là, normalement, moi, je vois du vert. Donc, vous ne voyez pas de vert, mais faites-moi confiance. Là, il y a beaucoup de vert. En fait, ça veut dire qu'il y a une légère sous-incidence en région Occitanie, donc sous-risque, on va dire, de cancer en Occitanie par rapport au reste de la France. En termes de pronostic, le cancer du sein, eh bien, c'est un cancer de bon pronostic. Il se classe parmi les cancers de bon pronostic, hein, donc, au même titre que la thyroïde, le mélanome, par exemple. Et ça, c'est dû au fait qu'on a mis en place un dépistage individuel et organisé qui permet le diagnostic donc, de tumeurs plus petites et plus accessibles au traitement. Et c'est surtout dû aussi, c'est aussi dû au fait que les traitements actuels ont fait preuve d'une grande efficacité. Alors, quand on regarde l'évolution du cancer du sein en termes de nouveaux cas, eh bien, on est passé entre 90 et 2023 à une augmentation de 150%. Vous voyez, on est passé de 30 000 cas de cancer en 1990 à 61 000 en 2023. Et donc, quand on essaye de comprendre pourquoi ce nombre de cas a augmenté, eh bien, il faut prendre en compte 3 types de facteurs. D'abord, c'est le fait que la population féminine a augmenté. Donc là, inévitablement, plus on est nombreux, plus on a de risques d'avoir, de pouvoir compter des cancers. Et ça, c'est valable. Enfin, ça compte pour un tiers de l'augmentation. La population a aussi beaucoup vieilli entre 90 et 2023. Et ça, c'est responsable en fait d'à peu près un quart de l'augmentation du nombre de cas. Et puis, pour la moitié de l'augmentation, eh bien, il y a 2 facteurs qui peuvent expliquer. D'abord, les progrès diagnostiques et dépistage, du dépistage. Si on cherche un cancer, eh bien, on va le trouver. Hein, c'est le principe du dépistage. En fait, c'est des gens qui n'ont pas de symptômes et qui vont bénéficier d'un examen qui va peut-être aboutir au diagnostic d'un cancer. Donc, on va le mettre en évidence et donc, ça va être un nouveau cas qu'on va comptabiliser. En général, cette augmentation, elle est temporaire, en fait, parce que ce cas qu'on a diagnostiqué plus tôt grâce au dépistage, on l'aurait peut-être diagnostiqué plus tard sans dépistage. Et puis, il y a aussi une vraie augmentation du risque de cancer par une augmentation de l'exposition aux facteurs de risque de cancer. Donc, on va les voir tout à l'heure. Il y en a plusieurs qui ont été identifiés. Et donc, on va voir aussi qu'ils ont évolué de façon défavorable au cours du temps. En termes de taux, vous voyez, la courbe, elle n'est pas linéaire. En fait, il y a eu une augmentation globalement sur la période d'à peu près 1% par an. Elle a une petite cassure au niveau de 2002-2003. Je ne vais pas y arriver, ce truc. Vous voyez, il y a un petit ralentissement à ce niveau-là, en fait. Donc ça, je vais vous en parler ensuite sur les courbes par âge. Et puis, à partir de 2010, c'est reparti un petit peu à la hausse, mais dans une moindre mesure qu'à partir de 1990. Donc, vous voyez, l'augmentation, elle existe toujours, mais elle est plus faible à partir de 2010. Alors, quand on regarde l'évolution des taux d'incidence aux différents âges, on voit que chez les femmes les plus jeunes, donc c'est-à-dire jusqu'à 54 ans, et les femmes de plus de 70 ans, donc c'est les premières courbes là, eh bien l'augmentation elle est quasiment continue en fait au cours de la période. Par contre, chez les femmes de 54-69 ans, eh bien l'évolution est plus complexe. Il y a un pic jusqu'en 2003-2004. Puis une diminution ensuite. Donc ce pic, en fait, et cette diminution, en fait, elle est probablement liée à 2 facteurs combinés qu'on n'arrive pas vraiment à savoir quelle est la part de l'un ou l'autre. D'abord, c'est probablement une saturation du dépistage organisé, même si c'est mis en place en 2004. On sait qu'il y a eu beaucoup de dépistage individuel avant. Et donc, le principe d'un dépistage, c'est que quand on a identifié plein de cas de cancer dans une population, au bout d'un moment, le vivier, on va dire, de cas, il est atteint, en fait. On a diagnostiqué tout ce qu'on pouvait diagnostiquer et donc, mécaniquement, il va y avoir une cassure, en fait. Ça va s'arrêter un petit peu et en général, ça repart à la hausse après, de façon décalée dans le temps. Donc, il y a ce facteur-là. Et puis, l'autre facteur, en fait, qu'on a évoqué, alors, c'est pas, c'est pas des études, c'est plutôt des études écologiques qui nous laissent dire ça, c'est qu'en 2003-2004,
Il y a eu une diminution des prescriptions des traitements hormonosubstitutifs de la ménopause, qui était aussi très dosée en fait, et qui était suivie par les femmes pendant des périodes très importantes. Et donc il y a eu une prise de conscience en fait qu'il y avait peut-être un lien entre la prise de ces traitements et le fait de catalyser le développement des tumeurs. Donc une diminution des prescriptions qui peut aussi expliquer cette cassure dans cette tranche d'âge, puisqu'on sait que c'est les femmes de 50-69 ans qui prenaient essentiellement ce traitement, peu avant et pas après. Alors, on en vient aux facteurs de risque. Il faut savoir que le cancer du sein, c'est comme tous les cancers, en fait, c'est des maladies multifactorielles. Ce n'est pas un seul facteur qui va donner le cancer. Ces facteurs, ils sont plus ou moins dépendants. Il y en a certains, ils sont liés entre eux, donc la part de l'un ou de l'autre est des fois difficile à mettre en évidence. Pour la plupart des facteurs, quand ils sont pris isolément, eh bien, leur effet il est faible en fait. Il n'est pas très important. On ne va pas dire je suis exposé à tel facteur, donc je vais avoir 3 ou 4 fois plus de risque de cancer. Non, on va avoir 1,2 fois plus de risque. Donc c'est très faible. Par contre, quand les facteurs s'ajoutent, en fait, le risque ne s'ajoute pas. Il se multiplie en général. Donc, c'est en fait toute une combinaison de facteurs qui font que, malheureusement, on va développer un cancer. Il faut aussi savoir qu'à exposition égale, eh bien, certaines personnes vont développer un cancer et d'autres, eh bien, ils auront pu avoir bu, fumé toute leur vie et ils n'auront rien du tout. Donc, on n'est pas tous égaux devant le risque de cancer. Pour tous ces facteurs qu'on va voir, les niveaux de preuve et la force d'association, elle est variable selon les études. Il y a certaines études qui vont dire le risque il est de 1,5, d'autres qui vont dire le risque il est de 1,7, d'autres qui vont dire le risque il est de 1,0, et certains vont dire que c'est protecteur. Donc il y a aussi des discordances entre certaines études. Parfois, l'effet des facteurs, il est complexe et puis il peut être opposé en fonction du cycle de la vie des femmes, avant ou après la ménopause. Il y a certains facteurs qui sont protecteurs avant, et une fois qu'on est ménopausé, eh bien, c'est un facteur de risque. Et puis surtout, ils ne sont pas tous connus. Alors, c'est vrai qu'on voudrait bien tout connaître, mais en vrai, on en connaît certains. Certains sont simplement suspectés, et d'autres sont probablement pas du tout identifiés à l'heure actuelle. Donc, c'est un peu frustrant, mais voilà, il y a encore des pistes à explorer. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu chargé. Le principal facteur de risque, c'est l'avancée en âge. Plus on vieillit, plus on a accumulé au cours de sa vie des stress, des expositions différentes, moins on a de possibilité de réparer notre génome, en fait. Et puis, voilà, on risque de développer un cancer. C'est vrai pour tous les cancers. Donc ça, typiquement, c'est vraiment le plus gros facteur identifié. Néanmoins, le cancer du sein chez la femme jeune existe, hein, bien sûr, mais de façon moindre. Les mutations génétiques, donc mon collègue vous l'exposera ensuite, hein, qui sont responsables de 5 à 10% des cas. D'autres facteurs qui sont importants pour le cancer du sein, ce sont les facteurs reproductifs et hormonaux. Et ces facteurs, en fait, ils ont évolué de façon défavorable au cours du temps, en fait. Donc, il y a la puberté précoce. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont une puberté vers 11 ans, alors qu'il y a 10, 20, 30 ans, les premières règles survenaient vers 13, 14 ans. Donc ça, on sait que tout ce qui est exposition longue aux oestrogènes pendant la vie, avoir des cycles très longs, favorise le risque d'imprégnation de la glande et favorise donc la survenue d'un cancer du sein. Au même titre, la ménopause tardive, donc plus on retarde la ménopause, eh bien, plus on a eu de cycles au cours de sa vie, donc c'est un facteur. Quand on a un âge au premier enfant quand on a un premier enfant décalé dans le temps, hein, après 30, 40 ans, eh bien, c'est aussi un facteur de risque. Quand on n'a pas beaucoup d'enfants, en fait, c'est aussi un facteur de risque. Et le fait de ne pas en avoir du tout, c'est aussi un facteur de risque. Et puis, quand on n'allaite pas de façon suffisante ses enfants, alors je crois que je l'ai mis après, c'est moins de 6 mois par enfant, eh bien, c'est aussi un facteur qui est reconnu comme étant un facteur de risque de cancer. Après, à côté de ça, il y a des facteurs individuels, en fait, comme le fait de consommer de l'alcool. Donc, il n'y a pas de niveau bas de consommation d'alcool, on va dire. Dès qu'on boit de l'alcool, eh bien, on est plus à risque de développer plusieurs cancers, on va dire, mais dont le cancer du sein, c'est un facteur avéré. Le fait d'être en surpoids ou de présenter une obésité, alors ça augmente le risque après la ménopause. Avant la ménopause, non, mais une fois qu'on est ménopausé, eh bien, il y a des campagnes aussi pour essayer de limiter la prise de poids au moment de la ménopause.
Et puis, il y a un facteur alimentaire dont la physiopathologie n'est pas encore bien connue, mais le fait d'avoir un régime alimentaire pauvre en fibres a été aussi été reconnu comme étant un cancer, un risque de cancer du sein. Donc, c'est vrai pour le cancer du côlon, mais ça existe, c'est retrouvé aussi pour le cancer du sein. Le fait d'avoir une activité physique limitée, l'exposition active au tabac. Alors là, il y a des études qui sont discordantes. En fait, toutes ne retrouvent pas un risque augmenté, mais il y en a plusieurs qui trouvent quand même un risque augmenté. Donc on peut penser qu'il y a quand même un lien avec ce facteur. Le traitement hormonal substitutif de la ménopause peut catalyser la survenue, enfin le développement de tumeurs préexistantes. Alors, ce n'est pas vraiment un facteur de risque, on va dire que c'est plutôt un facteur promoteur en fait, d'une tumeur qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà une tumeur, mais ça va catalyser, enfin, ça va augmenter, ça va favoriser son développement. Donc ça, c'était surtout vrai avant 2003-2004 où les traitements étaient très dosés. À l'heure actuelle, ils sont moins dosés, donnés moins longtemps. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un risque augmenté avec ce type de traitement. Donc toujours une information des femmes avant de les mettre sous THM. La contraception orale œstroprogestative augmente aussi un peu le risque. Et on sait qu'au cours des 30 dernières années, beaucoup de femmes ont été exposées à ce moyen de contraception qui protège par ailleurs d'autres cancers. Donc ce n'est pas parce que c'est facteur de risque d'un cancer que ça ne peut pas protéger d'un autre. La contraception orale, ça évite d'avoir des enfants déjà, mais ça diminue aussi le risque de cancer de l'endomètre et de cancer de l'ovaire. Donc vous voyez, un même facteur peut être protecteur pour un cancer et favoriser d'autres cancers. L'exposition aux radiations ionisantes médicales, les expositions professionnelles, qui certaines sont suspectées, d'autres avérées, donc mon collègue vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Les antécédents personnels de maladies mammaires. Alors, si on a déjà un cancer du sein, on est plus à risque de faire un deuxième cancer du sein. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien surveillé par rapport à la maladie. Des antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire. Alors, ils ne sont pas tous génétiques, mais voilà, il y a des familles où il y a des cancers du sein chez les mères, chez les grands-mères, sans gène BRCA exprimé, mais on peut penser qu'il y a peut-être un environnement qui est commun ou des modes de vie qui sont communs en fait, dans les familles. Donc, ça peut être aussi en partie médié par des comportements familiaux. Le cancer du sein, c'est aussi un cancer qui est plus fréquent chez les femmes qui ont un niveau socio-économique élevé. Alors, c'est assez rare, en fait. En général, les cancers sont plus fréquents chez les personnes qui sont plus défavorisées. Pour le cancer du sein, c'est l'inverse. Ça représente à peu près 5% des cas qui seraient liés à l'aisance sociale. Et on met ça sur le compte d'un accès peut-être aux soins plus précoces. On sait qu'il y a une différenciation de participation au dépistage organisé en fonction du niveau social. Les femmes plus aisées ont plus tendance à se faire dépister, à se faire diagnostiquer que les femmes qui ont un niveau social un petit peu plus faible. Et puis il y a aussi une exposition, le niveau social peut être aussi lié avec les facteurs reproductifs de la ménopause. Les femmes qui ont un niveau social plus élevé ont peut-être fait plus d'études, donc elles ont reporté le moment de leur première grossesse, etc. Donc vous voyez, tous ces facteurs, en fait, ils sont pas, enfin certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas indépendants, en fait, ils peuvent être liés un peu entre eux. Et à côté de ça, il y a des facteurs environnementaux suspectés, on en parle de plus en plus. On peut évoquer les perturbateurs endocriniens et il y a l'exposition à certains solvants aussi, donc peut-être aussi des maladies qui peuvent être liées soit à l'emploi, soit à l'utilisation de substances chimiques. Alors selon le Centre international de recherche contre le cancer, il y a à peu près, il y a 3 à 4 cancers du sein sur 10 qui seraient liés à des facteurs évitables. Et donc le fait de connaître ces facteurs évitables, ça permet de mettre en place des mesures de prévention. Là, vous voyez, c'est les parts attribuables au mode de vie. La part attribuable, c'est la proportion de cancer du sein qui serait évitée si le facteur était supprimé. Donc si on supprimait l'accès à l'alcool, voilà, si plus personne ne buvait d'alcool, on enlèverait 15% des cancers du sein. Pareil, si le tabac était supprimé, on enlèverait 4%, et le surpoids et l'obésité, on enlèverait 8%. D'avoir une partition de ces facteurs, ça permet de savoir sur quoi il faut agir en priorité pour pouvoir diminuer le risque de cancer. Alors, toutes ces mesures, en fait, ces mesures de prévention, elles sont aussi efficaces en prévention tertiaire. C'est-à-dire, une fois que la maladie a été diagnostiquée, que les femmes sont sous traitement, eh bien,
les facteurs de prévention, en fait, enfin, la prévention, elle va être aussi efficace pour limiter le risque de récidive. C'est pour ça qu'en fonction des patientes, vous pouvez vous voir proposer un accompagnement diététique pour essayer de diminuer la consommation d'alcool et de lutter contre le surpoids, se voir recommander ou prescrire une activité physique adaptée, et puis aussi accompagner l'arrêt du tabac et maintenir cet arrêt au cours du temps. J'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant, très complet. On a vu la complexité un peu des facteurs qui conduisent à l'émergence du cancer du sein. Tout un tas de paramètres, sur le mode de vie, les comportements. Donc, ce n'est pas un facteur qui conduit à la survenue du cancer du sein, c'est tout un contexte. Et donc, c'était très intéressant d'avoir cette revue sur tous ces facteurs qui peuvent conduire à la survenue du cancer du sein. On va voir un autre volet maintenant, un autre facteur qui est impliqué dans la survenue du cancer du sein, qui peut être impliqué, c'est la génétique, avec le docteur Van de Per. Voilà. Merci. Alors, je ne suis pas connu pour parler très très fort, donc j'espère que vous m'entendez. Alors, je vais vous parler de génétique. Donc, on est dans les 5 à 10% tout à l'heure mentionnés par ma collègue. Alors, l'oncogénétique, c'est vraiment la recherche de facteurs de risque génétique. Donc, on peut dire que c'est de l'inné qui expose à un surrisque bien plus élevé que la population générale. Alors, là, je vous parle de dysfonction d'un gène. Alors, attendez, comment est-ce qu'on... Ah, voilà. Dysfonction d'un gène, on parle de mutation. Donc, un facteur de risque génétique, ceux qu'on recherche sont liés à une anomalie sur un seul gène qui, en soi, expose à un risque beaucoup plus élevé, qui peut être familial, transmis de génération en génération, avec ce qu'on appelle la transmission autosomique dominante, c'est-à-dire que la personne qui présente cette caractéristique-là a 50% de probabilité à chaque grossesse de la transmettre à sa descendance, donc de transmettre ce facteur de risque à sa descendance. Autosomique, c'est quel que soit le sexe. Donc qu'on soit un homme ou une femme, qu'on ait un garçon ou une fille, on peut lui transmettre dans 50% des cas le facteur de risque identifié. Alors, l'identification de ces facteurs de risque génétiques, elle est intéressante parce qu'elle permet, en ayant connaissance des risques élevés et des risques de survenue précoce, de proposer des actions de dépistage ou de prévention pour circonscrire ce risque. Et bien sûr, parce que les personnes ayant un risque plus jeune ne relèvent pas du dépistage classique tel qu'il est proposé en population générale. Alors, les porteurs ont des risques plus élevés d'être malades, mais ce n'est pas du 100%. Et les atteintes peuvent être fluctuantes d'une personne à l'autre, même au sein d'une même famille, en fait. On parle, alors dans notre jargon, on parle de pénétrance incomplète pour dire que les risques sont plus élevés, mais pas de 100%. Et d'expressivité variable dans le sens où le risque peut être un petit peu variable d'une personne à une autre. Alors, l'oncogénétique ne s'adresse pas à toutes les personnes ni à toutes les familles. On peut se poser la question d'une hypothèse oncogénétique sur la base de plusieurs informations, soit des âges inhabituellement jeunes au diagnostic, soit des atteintes multiples chez une même personne ou dans une même branche de la famille. Alors, je parle d'atteintes bilatérales en particulier pour le cancer du sein. Certains types de cancers, vraiment au niveau des caractéristiques de la tumeur elle-même, peuvent faire suspecter un facteur de risque oncogénétique. Et enfin, donc je vous parlais de même branche familiale, on raisonne en termes de branche familiale, on interroge tant la branche paternelle que maternelle, mais on fait des hypothèses en fonction de la branche. Alors, pour certains syndromes, en plus, donc j'ai mis plus ou moins, il peut y avoir quelques signes cliniques qui peuvent être recherchés au moment de la consultation. Alors, dans ces cas-là, donc, les personnes sont adressées en consultation oncogénétique. Alors, à l'Oncopole, on a une équipe et il y en a dans les grands centres en France de manière générale. Alors, une consultation oncogénétique, ça se passe en plusieurs parties, en fait. Donc, les personnes arrivent en consultation oncogénétique et là, on va donc établir un arbre familial de manière à pouvoir recenser les antécédents oncologiques dans la famille.
On va vérifier les dossiers qui sont les plus évocateurs de la famille pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de discordance entre ce qui nous est rapporté et la réalité diagnostique. Et on évalue à ce moment-là la possibilité d'un test génétique. En fait, on teste, on se questionne sur l'hypothèse elle-même. Si l'hypothèse est retenue, si l'indication est retenue, on désigne à ce moment-là la personne qui s'appelle le cas index de la famille. Dans notre jargon, le cas index, c'est la personne de la famille chez qui l'hypothèse oncogénétique est la plus forte en raison de son histoire personnelle. Donc c'est en fait la personne chez qui, dans la famille, on a le plus de probabilité de trouver un tel facteur de risque. Donc c'est la première personne à adresser en consultation d'oncogénétique dans l'idéal. En consultation, donc, on délivre des informations sur le test en lui-même, sur ce qu'on en attend, sur ce qu'on pourrait trouver, mais sur l'éventualité aussi qu'on ne trouve pas. Il y a signature d'un consentement écrit si les personnes sont disposées à faire cette démarche-là, et la prescription d'un test génétique. Alors, on propose systématiquement ou quasi systématiquement un délai de réflexion. Tout le monde ne s'en saisit pas, mais c'est une possibilité aussi. On peut avoir les informations et revenir plus tard. Alors, il faut savoir que ces délais avant d'obtention de résultats, il est long. Il est long pour plusieurs raisons, parce que d'une part, la technique n'est pas simple, parce que le laboratoire reçoit beaucoup de demandes, mais aussi parce que l'équipe d'oncogénétique n'est pas forcément très grande, et donc et que ces résultats-là doivent être rendus systématiquement en consultation. Donc il faut quand même qu'il y ait un temps disponible pour les résultats. On propose toujours un soutien psychologique dans l'accompagnement de cette démarche-là. Et les résultats, comme je le disais, sont rendus systématiquement ou quasi systématiquement en consultation d'oncogénétique. Parce qu'il y a c'est des résultats qui peuvent être complexes, avec parfois des informations à fournir en plus, et on va le voir. Alors, bon, ce que j'avais mis comme machine là, c'est notre séquenceur actuel, l'Exec 2000. C'est juste pour... ça fait joli. Alors, en cas d'identification d'un facteur de risque, donc on parle de mutation, pour la personne qui est le cas index, on peut envisager des recommandations de suivi spécifiques aux gènes ou aux facteurs de risque à la mutation identifiée. Parfois, il peut être question de chirurgie de réduction de risque. Si le risque est suffisamment élevé, proposer une chirurgie pour restreindre ce risque de tomber malade. Toujours soutien psychologique, je l'ai mis à peu près dans toutes mes diapositives. Et bien sûr, le cas index dans cette situation-là doit prévenir les membres de sa famille qu'on désigne en consultation d'oncogénétique. Alors, s'il n'est pas en capacité de le faire ou s'il y a une perte de contact, il peut déléguer cette information à l'équipe d'oncogénétique en communiquant les adresses des personnes à prévenir. Mais voilà, on considère qu'il faut prévenir les apparentés, et ceux-ci, après, prennent leur décision de savoir s'ils veulent être au courant ou pas de leur propre statut génétique, mais au moins il faut qu'ils soient au courant. Pour les apparentés, pour ceux qui viennent en consultation d'oncogénétique, on n'a plus besoin de leur proposer un test de plusieurs gènes à la fois. On leur propose une analyse ciblée de la caractéristique génétique identifiée dans la famille. On parle aussi de tests prédictifs. Alors, l'idée, c'est que les porteurs vont pouvoir se voir proposer donc un dépistage ou de la prévention de manière adaptée à ce facteur de risque familial. Et les non-porteurs, on va pouvoir les dédouaner d'un suivi qui serait à ce moment-là excessif, en leur conseillant de rejoindre le suivi de la population générale. Bon, je vous ai remis le petit schéma de la transmission autosomique dominante, mais c'est une redite de tout à l'heure. Mais quand on ne trouve pas, ce qui est quand même la plus grande part des situations, si on ne trouve pas, on se pose beaucoup de questions. On se pose la question de savoir s'il y a réellement ou pas un facteur de risque dans la famille. Donc on se re-questionne sur la force de l'hypothèse de départ. On se pose des questions sur la limite des techniques, mais on peut aussi se poser des questions sur la limite de nos connaissances. Nos techniques peut-être ne peuvent pas le permettre de trouver le facteur de risque familial, ou alors on est dans une histoire d'un gène qu'on ne peut pas encore tester ou encore détecter parce qu'on ne le connaît pas. On se pose aussi la question de savoir si on a analysé la bonne personne, parce que si on a analysé quelqu'un qui n'est pas le cas le plus évocateur de la famille, à ce moment-là, il est possible qu'il y ait quand même un facteur de risque qui soit présent, mais que cette personne-là, à qui on a proposé l'analyse initialement, n'en soit pas porteuse. Donc on réfléchit beaucoup. Et à ce moment-là, dans ce genre de situation-là, on n'a pas de test ciblé ou prédictif à disposition pour les apparentés. Donc on peut réévaluer la probabilité de départ. Et on peut, dans ces situations-là, se poser la question, si jamais l'hypothèse est encore assez forte, de proposer un dépistage
un peu plus intensifiée à certaines personnes de la famille, et en particulier les personnes qui sont les plus proches dans l'arbre familial de quelqu'un qui a eu une histoire de cancer du sein. Bon, je vous ai mis la petite photo de l'iceberg parce qu'on est là et qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, et après, une fois qu'on a identifié un facteur de risque par ces tests-là, eh ben, on peut enclencher, donc, comme je disais tout à l'heure, des mesures de suivi. Dans notre région Occitanie-Ouest, on a un réseau de suivi qui s'appelle Génépi, pour Génétique en Pyrénées, en fait, qui coordonne le suivi mammaire dans ce contexte-là et qui permet donc d'harmoniser un peu les choses en articulation entre les médecins de centre ou de clinique et la médecine de ville. Il y a aussi des réunions de concertation pluridisciplinaire, donc des réunions médicales mensuelles qui se tiennent à l'Oncopole, en particulier pour encadrer la réalisation des chirurgies de réduction de risque au motif de la génétique. Mais lors de ces réunions-là, il peut y avoir aussi discussion de certains suivis un peu subtils à adapter dans certaines familles. Alors, à titre d'exemple, bon, je vous ai remis encore une fois la couverture du Times de 2013-2014 qui avait mis en avant l'histoire d'Angelina Jolie, qui avait fait d'ailleurs parler beaucoup de l'oncogénétique. Juste pour vous parler rapidement donc, des risques liés à BRCA1, BRCA2, qui parmi les gènes associés au cancer du sein sont ceux dans lesquels on retrouve le plus souvent des facteurs de risque. Alors, le risque cumulé, il est quand même beaucoup plus élevé que la population générale, parce qu'on parle de risque qui avoisine 70% à 80 ans, mais ce n'est pas du 100%, comme je disais tout à l'heure. Le risque de cancer du sein contralatéral pour les personnes concernées est aussi plus élevé que la population générale. Et le risque ovarien, alors je devrais mettre tubo-ovarien parce qu'il concerne les trompes et les ovaires, est également plus élevé que la population générale. À titre de comparaison, juste pour la population générale, le risque de cancer du sein en France est estimé à environ 12% au cours de la vie, et ces 12% sont quand même surtout concentrés après l'âge de 50 ans, d'où les âges du dépistage organisé. Pour le risque ovarien, on est plutôt aux alentours de 2% dans la population générale. Donc là, vraiment, on est sur un facteur de risque génétique qui induit un surrisque pour lequel on peut proposer des actions. Alors, en bas de la slide, il y a des risques un petit peu plus augmentés de cancer de la prostate pour les hommes et du sein masculin liés aux gènes BRCA1 et BRCA2 en particulier. Pour le risque concernant le pancréas et le mélanome, il s'agit de risques assez modérés pour lesquels on ne propose des suivis que s'il y a des antécédents vraiment particuliers dans la famille. Alors là, très rapidement, donc c'est des informations qui sont disponibles, c'est les livrets donc de recommandations de suivi, juste pour évoquer le suivi qui est possible sur le plan mammaire pour ces personnes par dépistage intensifié, par suivi intensifié mammaire par IRM, mammographie, échographie. On combine ces examens-là dès un âge jeune, à partir de 30 ans, voire moins s'il y a des cas très jeunes dans la famille, et de la possibilité de chirurgie ovarienne de prévention. On parle de chirurgie annexielle, qui concerne les trompes et les ovaires, à partir de l'âge de 40 ou 45 ans, parce que les risques augmentent à partir de ces âges-là. Bon, je ne vais pas rallonger dessus, mais voilà, vous avez ces informations-là qui sont disponibles sur Internet. Alors, la petite nouveauté de ces dernières années concernant l'oncogénétique, c'est l'imbrication de plus en plus forte entre ces tests génétiques et le versant thérapeutique, en fait. On parle de parcours théranostique, et ce mot théranostique, c'est un petit mot valise, en fait, entre les traitements, Théra, et Gnosos, la connaissance, donc les connaissances qui induisent une modification des traitements. Donc, dans certains cas particuliers, il peut y avoir des analyses génétiques qui peuvent être proposées, non pas parce qu'on est forcément dans un contexte familial évocateur de l'oncogénétique, mais plutôt parce que cette information va amener à changer le protocole de traitement. Et donc, le but de ces tests génétiques qui sont restreints à certains gènes utiles pour les oncologues, il a pour but d'organiser les traitements, soit en choisissant une chirurgie plus adaptée, soit en proposant des traitements spécifiques du gène concerné, soit
pour éviter des traitements qui pourraient être délétères en fait, dans certaines situations. Donc ces parcours spécifiques théranostiques, ils sont réalisés et menés en lien avec les équipes d'oncologie, et en particulier l'équipe d'oncocéno de l'Oncopole. Le parcours le plus organisé actuel, c'est le parcours rapide BRCA1, BRCA2. Donc, on a délégué la prescription à certains membres de l'équipe d'oncologie de prescrire donc, une analyse des gènes BRCA1, BRCA2 très rapidement pour avoir cette information à temps, pour orienter certains traitements. Alors, de manière à ce que l'information délivrée soit assez homogène, on a fait quelques vidéos d'information patient. Et donc là, vous avez sur ce QR code, donc, une vidéo d'information patient, je veux dire tout public, avec animation, etc. Donc, mais c'est, je rappelle, spécifique à un parcours spécifique. Donc, ce n'est pas vraiment une situation qui s'adresse à toutes les personnes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci Pierre, c'était parfait. Donc on a vu l'importance de cette recherche oncogénétique quand il y a des cas évocateurs dans la famille ou dans certains cas de cancer du sein. Et c'est important de faire cette recherche de gènes parce que ça peut avoir une implication dans la façon d'être surveillé, d'avoir des examens de surveillance après. Ça peut avoir une implication bien sûr pour la famille. Et puis, même dans les traitements, ça peut modifier les protocoles de traitement. Et c'est bien parce que tu as permis de déconstruire certaines idées reçues, ce qu'on peut des fois entendre en consultation. On peut entendre il y a eu un cancer du sein, par exemple, chez une grand-mère, mais du côté de mon papa, donc je ne l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas dit, parce que je pensais que le gène ne se transmettait pas via le papa. Et voilà, et ça peut être transmis de la même façon par le papa ou la maman. Voilà. Donc tout ça, c'était très important à avoir en tête. Maintenant, on va accueillir et écouter le docteur Hérin sur les risques professionnels, les risques de facteurs de risque professionnels, et puis aussi l'impact qu'a le cancer sur la vie professionnelle. Merci Fabrice. Merci beaucoup Carole. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, je vais vous parler de deux éléments particuliers qui sont d'une part les causes qu'on peut imputer à l'exercice professionnel dans le cadre du cancer du sein, et puis également les suspicions aujourd'hui qu'on peut avoir dans l'environnement général, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, en dehors des facteurs individuels qui ont été abordés par le docteur Dobis tout à l'heure, c'est-à-dire le tabac ou l'alcool, qui sont des facteurs comportementaux. Là, je vous parlerai plus de facteurs d'exposition, pollution ou alimentation. Et puis, on terminera par comment reprendre l'activité professionnelle ou y accéder après un cancer du sein. Alors, très rapidement, ce sont les données de la littérature actuelle en la matière. Pour les professionnels, on a deux certitudes en termes de facteurs de risque. La première, c'est l'exposition dans le cadre de mon travail à l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est un produit chimique qui a été très largement utilisé et qui l'est malheureusement encore un peu, principalement dans le domaine médical, mais surtout dans le domaine alimentaire, c'est-à-dire pour conserver notamment les fruits, les légumes, lorsqu'on fait des transports très prolongés, avion ou bateau, eh bien on peut traiter encore les produits, les aliments avec l'oxyde d'éthylène. D'accord. Et donc les personnes qui appliquent ces produits, en quantité bien sûr plus importante, vont se retrouver exposées et risquent un cancer du sein. Et donc là, c'est un critère de certitude. Le deuxième critère de certitude, c'est le rayonnement ionisant. Le docteur Dobis l'a abordé tout à l'heure comme facteur de risque médical, c'est-à-dire j'ai eu par exemple un lymphome quand j'étais jeune, j'ai été radiothérapeute, eh bien je vais faire un cancer du sein à distance, mais ça existe également dans le milieu professionnel. Il y a quelques cas décrits, notamment lorsque je travaille dans un secteur médical et que je fais beaucoup de radiologie et que je ne suis pas bien protégé, ou principalement dans le secteur nucléaire. Et puis après, il y a plusieurs facteurs de suspicion, aujourd'hui plus ou moins fortes, ces suspicions. Une des plus fortes, c'est le travail de nuit.
Et le travail posté, ce qu'on appelle le travail posté, c'est le travail notamment en 3-8, hein, lorsque j'ai un travail successif sur différents horaires. Et lorsqu'on parle de travail de nuit, c'est de travail en nuit profonde, c'est-à-dire entre minuit et 6 heures du matin. Ce n'est pas le soir ou commencer tôt le matin. Alors, ces études commencent à être de plus en plus nombreuses. Elles sont parfois un peu discordantes. C'est pour ça qu'on n'a pas encore de caractère certain. Mais elles ont commencé dans 2 populations, hein, c'est-à-dire d'une part les hôtesses de l'air et d'autre part chez les infirmières, où on s'est aperçu qu'il y avait un surrisque encore relativement faible, comme l'a dit encore le docteur Dobis tout à l'heure, c'est-à-dire que les chiffres vont un facteur de risque de 1,1 à 1,6 pour les études les plus puissantes. Mais en effet, travailler la nuit serait un facteur de risque de cancer du sein, et notamment en nuit profonde, parce que la piste la privilégiée aujourd'hui, c'est qu'on a de la sécrétion de mélatonine principalement la nuit au cours de 2 heures du matin, et que cette sécrétion de mélatonine serait, entre guillemets, perturbée par la lumière artificielle. Et c'est aussi la raison, vous devez le voir maintenant, de manière assez habituelle, dans les services d'urgence, dans les avions, on diminue l'intensité lumineuse la nuit pour justement éviter cette sécrétion modifiée de mélatonine qui va jouer un rôle après dans la régulation ou la dysrégulation de l'axe gonadique et puis sur les oestrogènes circulants. Donc c'est une piste importante aujourd'hui. Donc on n'empêche pas bien sûr de travailler la nuit, mais il faut faire attention. Et la dernière étude qui vient de sortir sur le sujet montre que le risque serait plus grand lorsqu'on travaille de nuit moins de 10 ans dans sa vie et par rapport à celles qui travaillent plus de 10 ans, puisqu'il y aurait un mécanisme de régulation qui s'opérait au bout d'un certain temps. Mais ça reste encore que des pistes. D'autres facteurs de risque suspectés dans le milieu professionnel, bien souvent, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques, l'exposition au goudron ou à des combustions incomplètes. Nouveaux facteurs dont on parle depuis une petite dizaine d'années et qui commencent à émerger, ce sont les champs électromagnétiques. Alors, on en parlait notamment dans les hémopathies de l'enfant, lorsque c'était des champs électriques de haute fréquence. Là également, il semblerait qu'il y aurait un petit surrisque. Et puis plein de produits chimiques, je vous passe le détail, dont le benzène, encore un solvant reconnu. Et puis bien sûr, comme souvent, les pesticides arrivent maintenant en tête de la problématique, hein, comme perturbateurs endocriniens. Et on s'aperçoit, en tout cas sur certaines études, qu'il y aurait peut-être un surrisque pour les personnes qui appliquent les pesticides ou qui les fabriquent, notamment donc, dans le milieu agricole. Mais ça reste encore un facteur suspecté aujourd'hui non avéré donc, dans le milieu professionnel. Alors, en termes d'environnement, là, c'est-à-dire vous et moi, hein, dans notre vie de tous les jours, quels sont les facteurs qui peuvent expliciter la survenue d'un cancer du sein ? Eh bien, on s'aperçoit, et il y en a de plus en plus d'études, notamment scandinaves, où la profession des parents pourrait être un facteur de risque de développer chez la femme un cancer du sein et relativement jeune, entre 30 et 40 ans. Donc, d'une part, si la mère a été exposée pendant la phase préconceptionnelle ou conceptionnelle au gaz d'échappement, au benzopyrène, on en parle beaucoup, c'est ce qu'on trouve principalement dans la fumée de tabac, et puis aux fumées de bitume, on retrouve à nouveau les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Et puis l'étude la plus puissante aujourd'hui et qui fait vraiment couler beaucoup d'encre, c'est des parents qui travaillent dans le milieu horticole et qui auraient été exposés à des pesticides dans la phase préconceptionnelle ou conceptionnelle, donc père et mère avant conception et mère pendant la conception. Et bien on s'aperçoit qu'il y a une surreprésentation de cancer du sein chez les enfants, filles hein, pour l'instant, et des cancers du sein qui surviendraient entre l'âge de 30 à 45 ans, donc des formes précoces, hein, c'est-à-dire moins de 5% aujourd'hui des cas. Suspecté également, eh bien on revient hein, sur la contamination alimentaire. Vous avez dû tous entendre parler, il y a eu un appel et puis un signal fort en juin 2025 sur la problématique du cadmium, hein, qu'on retrouve notamment dans le chocolat ou qu'on retrouve dans différentes céréales. Alors c'est un signal surtout pour les enfants, hein, qui est surtout lié aux engrais qu'on utilise qui sont très riches en cadmium. Et bien ce cadmium pourrait être également une raison, une cause participant à la genèse du cancer du sein. Et donc on commence à avoir quelques papiers là-dessus. Et puis après, on retrouve ces facteurs de risque que j'ai dit dans le milieu professionnel, mais qu'on va retrouver dans la pollution de l'air, la pollution des sols ou la pollution de l'eau, que ce soit le benzopyrène, je vous en ai parlé tout à l'heure avec la fumée de cigarettes, les métaux lourds, notamment le nickel et le cobalt, les solvants également, qui reviennent sur ce sujet. Et puis ces PFAS qu'on appelle les per- et polyfluoroalkylés, c'est-à-dire ces polluants éternels, on en parle de plus en plus, hein, ces matières plastiques seraient un facteur de risque pour le cancer du sein, mais principalement pour le cancer de l'ovaire. En tout cas, c'est une des pistes aujourd'hui qui est particulièrement recherchée.
Donc voilà pour ce listing, excusez-moi, cette liste un peu à la Prévert, mais on voit quand même qu'il y a des facteurs de risque aujourd'hui qui sont pointés du doigt, aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu environnemental, c'est-à-dire ce que l'on respire, ce que l'on consomme au quotidien. Deuxième partie de cet exposé, c'est comment se maintenir dans l'emploi ou y accéder dans l'emploi après un cancer du sein. On l'a dit tout à l'heure, âge médian 64 ans, le cancer du sein, donc ça veut dire que 50% des patientes qui ont le diagnostic d'un cancer du sein ont moins de 64 ans, donc en âge d'activité professionnelle. Et on voit tous qu'on est sur des allongements de carrière professionnelle. La retraite se décale plutôt dans le temps. Et donc, on aura certainement beaucoup plus de personnes dans les années à venir qui auront des cancers pendant la période d'activité professionnelle. Quelques données épidémiologiques sur cette question du travail, donc avec le système national des données de santé. L'arrêt de travail en France moyen pour un cancer du sein, il est de 8 mois. Avec bien sûr des extrêmes qui vont de quelques semaines à plus de 12 mois. Lorsqu'il y a une reprise d'activité professionnelle après un cancer du sein, après un arrêt pour cancer du sein, donc après la phase active de traitement, soyons clairs, eh bien, il y a 68% de ces patientes qui sont en activité 1 an après le diagnostic. Et parmi 68% de ces patientes, il y en a 47% seulement qui sont à temps plein. Ça veut dire que les autres sont à temps partiel et souvent à temps partiel thérapeutique. On y reviendra. Et puis, si on s'intéresse à la même question à 3 ans du diagnostic du cancer du sein, eh bien, c'est 9 femmes sur 10 qui sont en activité et 77% à temps plein, d'accord, en sachant qu'on parlait que des cas à temps plein initialement. Donc, on voit que quand même, au bout d'un certain temps, tout le monde ne revient pas à temps plein, loin de là. Quels sont les facteurs péjoratifs de reprise ou d'accès à l'emploi après un cancer du sein? Eh bien, je veux dire, ça coule de source. C'est en gros la sévérité de la maladie, la sévérité de la prise en charge, les effets secondaires qu'on peut avoir indésirables des traitements, le lymphœdème lorsqu'il y a eu un curage, les douleurs neuropathiques qu'on peut avoir post-chimiothérapeutique, et puis toute cette perturbation qu'il va y avoir autour du syndrome anxio-dépressif et la fatigue, j'y reviendrai. Et puis, il y a quelques facteurs socio-économiques, bien entendu. Si au sein du couple, il y a quelqu'un qui peut subvenir aux besoins de la famille, eh bien, il peut y avoir moins de motivation, bien sûr, pour revenir au travail, comme être défavorisé, autre facteur qui pourrait aussi être un frein. Donc, tout ça pour dire que le cancer du sein et sa thérapeutique, et ses thérapeutiques sont responsables d'un changement de capacité physique, ça c'est une certitude, émotionnelle et psychologique, et ça va compliquer ce retour au travail. Les principaux symptômes qui sont décrits aujourd'hui par nos patientes, c'est la fatigue en premier lieu, l'anxiété, le stress, la dépression, les douleurs, les troubles de la mémorisation et de la concentration. Et donc, il y a une grande perte de confiance en soi, une grande perte de capacité, entre guillemets, intellectuelle, avec un retour, bien entendu, au bout d'un certain temps, à la normale, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc, il faut savoir accompagner ces patientes pour que ça se passe le mieux possible. Aujourd'hui, c'est vrai pour tous les cancers, particulièrement dans le cancer du sein, le premier obstacle au retour au travail, c'est la fatigue physique et la fatigue psychologique. Et les études montrent qu'un travailleur sur 5, une patiente sur 5, va présenter encore une altération de sa capacité de travail 5 ans après le diagnostic du cancer du sein. D'accord ? Donc, ça peut durer très longtemps. C'est 1 sur 5, donc ça laisse que 4 sur 5 n'ont plus ces symptômes au bout d'un certain temps, mais on peut avoir encore des problématiques longtemps après son diagnostic. Donc, et souvent, ça, le corps médical a un peu évincé toute cette problématique. On sort de la phase active de traitement, le gros est fait, mais tout n'est pas réglé, bien entendu, et notamment pour le retour dans la vie sociale et professionnelle. Alors, le retour à l'emploi après un cancer, eh bien, il ne va pas de soi, ce n'est pas quelque chose d'automatique. La réinsertion, pour qu'elle soit réussie, eh bien, elle doit être une approche pluridisciplinaire. Bien sûr, la personne elle-même, il faut avoir envie de reprendre. D'accord ? La deuxième chose, c'est bien sûr la participation de l'ensemble des praticiens, que ce soit le médecin traitant, l'oncologue, le médecin du travail, j'y reviendrai, et puis l'entreprise. D'accord ? Ça se prépare un retour au travail réussi après un long arrêt de travail. Je l'ai dit, une durée moyenne de l'arrêt de travail 8 mois. Aujourd'hui, on sait de manière claire, quelle que soit la pathologie, qu'un arrêt de travail de plus de 6 mois est un frein au retour au travail, que ce soit pour un cancer ou pour toute autre raison, parce que le monde du travail évolue très vite et on est vite en retrait de l'activité professionnelle. Donc, je ne dis pas qu'il faut reprendre avant 6 mois systématiquement, mais en tout cas, il ne faut pas tarder à reprendre. Et si on reprend au bout de 6 mois, il faut que ça s'accompagne. Alors, quelles sont les difficultés ? Bien sûr, c'est la méconnaissance des différents dispositifs facilitant la reprise du travail. Il y a de nombreux dispositifs en France. Il y a de nombreuses entreprises qui participent à ces dispositifs. Mais malheureusement, je crois qu'on ne communique pas très bien ou on a une méconnaissance de ces dispositifs. La deuxième chose, c'est que toutes les études montrent que souvent, la patiente n'a pas de contact avec l'entreprise pendant son arrêt de travail. Et on le comprend.
L'arrêt de travail, c'est une suspension du contrat de travail. Il n'y a pas lieu d'avoir des liens. Mais cette absence de lien fait qu'il peut se passer des choses au sein de l'entreprise sans qu'on soit informé, un remplaçant, le poste a été modifié, un nouveau logiciel. Tout ça est très perturbant. Et lorsqu'on revient, eh bien, on arrive un peu dans une nouvelle situation. Et ça, c'est compliqué à aborder. Et donc aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est que le retour à la vie professionnelle s'envisage 2 à 3 mois avant la fin du traitement, en tout cas avant la fin de l'arrêt de travail. Donc si je dois reprendre mon travail au bout de 6 mois d'arrêt, je ne m'y intéresse pas la semaine d'avant en disant voilà, je préviens mon supérieur que je vais revenir, mais ça se prépare bien sûr quelques mois en avance. Troisième chose importante, c'est l'absence de contact avec le médecin du travail. Alors pour celles et ceux qui sont salariés, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de médecin du travail pour les libéraux ou pour les artisans, mais il existe ce qu'on appelle une visite de pré-reprise qui a lieu pendant l'arrêt de travail. Elle est essentielle, cette visite de pré-reprise, parce qu'elle permet de déterminer, non pas le fait de dire vous ne pouvez plus travailler, mais de comment on va revenir dans le milieu du travail sans que ça altère votre santé aujourd'hui et tout en réussissant le retour. Et ça, également, c'est une préparation essentielle et ça se demande, bien sûr, par le patient, la patiente elle-même, voire, bien sûr, par ses praticiens. Parce que l'oncocénologue, c'est spécialiste de la pathologie, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a mis en place la meilleure façon de vous traiter, mais néanmoins, il ne connaît pas l'entreprise. Ce n'est pas son domaine. Et donc, que ça soit pour la chauffeuse de taxi ou pour l'ambulancière ou pour la directrice d'une école ou d'une grande entreprise, eh bien, les conditions de retour au travail seront différentes. Et ça, l'oncocénologue, ce n'est pas à lui de le gérer. Et donc, il faut voir, bien sûr, le médecin du travail. Et le médecin du travail, lui, a un arsenal, bien sûr, important pour préparer au mieux votre retour au travail et vous accompagner. Ça peut durer plusieurs mois, on l'a vu. Eh bien, c'est notamment les dispositifs nationaux, les structures d'aide, temps partiel thérapeutique, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, invalidité première catégorie, j'en passe, il y en a d'autres. Et puis, bien sûr, l'accompagnement par les associations, par la Ligue, par les services sociaux, notamment de l'assurance maladie ou la maison départementale des personnes handicapées. Ce sont des structures qui sont là pour vous aider, en tout cas pour vous accompagner au mieux pour réussir ce retour au travail ou d'y accéder. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des cancers du sein chez des femmes jeunes qui peuvent ne pas avoir encore accédé complètement au milieu du travail ou qui ont pu connaître une période de chômage et revenir travailler après une période de chômage, c'est déjà pas simple pour le commun des mortels, mais alors lorsqu'on a connu une maladie cancéreuse ou une maladie chronique, eh bien c'est encore plus difficile. Donc juste un petit peu de pub, excusez-moi. Simplement, je l'ai dit tout à l'heure que seuls les salariés ont un médecin du travail. Et bien pour toutes les personnes qui n'ont pas de médecin du travail, les libéraux notamment et les commerçants, eh bien il existe dans chaque CHU en France et particulièrement au CHU de Toulouse un centre régional de pathologie professionnelle et environnementale qui a pour but deux choses. D'une part, de retenir quelles sont les causes des maladies. Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est l'environnement ou toute autre chose? Et deuxième chose, c'est de faire entre guillemets la médecine du travail pour les personnes qui n'y ont pas accès. Et donc je vous ai mis avec ces informations et bien sûr on se tient à votre disposition. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Fabrice. Oui, c'était très important parce que tu l'as dit, l'oncologue océnologue gère bien les traitements, mais l'entreprise, on connaît mal ou peu même tous les dispositifs qui sont possibles pour aider à la reprise du travail. Donc c'est fondamental d'avoir ces notions-là en tête. Merci beaucoup. Donc on a vu ce matin les facteurs de risque, ce qui peut conduire ou ce qui peut du moins une conjonction de facteurs qui peut favoriser la survenue du risque de cancer du sein. Et c'est un peu effrayant parce que quand on voit tout ça, on se dit qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux travailler, qu'est-ce que je peux manger. On a un peu l'impression que tout ce qu'il y a autour de nous est mauvais. En fait, ça conduit un peu à cette espèce de paranoïa, un peu. Et ça, c'est pas évident. En tout cas, un truc qu'on peut faire, on en est sûr, et ça diminue le risque du cancer du sein et ça fait du bien pour tout, c'est le sport. Merci pour cette transition, elle est parfaite. Voilà. C'est-à-dire que là, jusqu'à maintenant, ils ont parlé de facteurs de risque. Ben moi, je vais vous parler d'un facteur protecteur. Nous terminerons par cette note légère, mais qui est quand même très, très importante. Et vous voyez, j'ai changé le titre de ma présentation pour vous dire que en fait, l'activité physique et le cancer, c'est une alliance thérapeutique en devenir. On a pas mal d'études. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu que
l'exercice physique, l'activité physique, en fait, va être vraiment une alliée tout au long de ce parcours un peu du combattant du cancer, avec tous ces facteurs de risque. Il y en a certains qu'on peut éliminer, il y en a d'autres, malheureusement, on n'a pas le contrôle sur tout. Mais ça, par contre, vous avez le contrôle, vous pouvez avoir le contrôle. Donc voilà, je vais essayer de vous parler de cette alliance thérapeutique. Alors, en prévention primaire, je vous dis un mot quand même parce que on a parlé de sédentarité jusqu'à maintenant. Donc encore une fois, on parle d'un facteur de risque qui est la sédentarité. Aujourd'hui, pratiquer une activité physique régulière, ça va permettre de diminuer le risque de survenue des cancers. C'est validé dans 26 types de cancers. C'est significatif dans le cancer du sein. On peut diminuer jusqu'à 20% le risque de survenue du cancer du sein. Tout à l'heure, on a parlé de 8%, de 5%, selon ce qu'on peut diminuer, enfin les facteurs de risque qu'on va diminuer. On n'a pas parlé de la réduction de la sédentarité de ce risque-là. Et ça peut aller jusqu'à 20% pour la diminution du risque de cancer du sein, de survenue. Donc c'était une petite note pour la prévention primaire, mais c'est important parce que vous qui avez eu un cancer du sein ou qui êtes des aidants, eh ben, vous pouvez en parler autour de vous. Alors évidemment, la vie après cancer, c'est plein de choses. Je voulais vous poser un petit peu le contexte parce qu'évidemment, parler d'activité physique à un patient à qui on vient d'annoncer qu'il a un cancer, à qui on vient d'annoncer qu'il va falloir faire de la chirurgie, parfois lourde, de la chimiothérapie, c'est lourd, des rayons, de l'hormonothérapie, c'est lourd d'effets secondaires, etc. C'est pas évident là. Parfois, on a l'impression que c'est comme un cheveu là qui tombe dans la soupe de parler d'activité physique. Non, aujourd'hui, vous allez voir que ça fait l'objet de résultats scientifiques et donc c'est vraiment important d'en parler à chaque consultation. Surtout que nos consultations, vous voyez, le rouge, là, c'est l'augmentation de l'incidence des cancers. Et puis le bleu, c'est la diminution de la mortalité. Ça, c'est cool, grâce au traitement, grâce au diagnostic précoce. Mais ça veut dire que nous, en consultation, on voit beaucoup de gens en surveillance. Et donc, la surveillance, ça porte sur diminuer les risques de récidive et de mortalité après cancer. Comment est-ce qu'on va pouvoir diminuer le risque de récidive ou de mortalité après cancer? C'est en diminuant les facteurs de risque. Hein, on a vu tous ces facteurs avant. Mais c'est aussi introduire des facteurs protecteurs. Et on sait en plus qu'il y a un moment, ce moment de l'annonce, qui est un moment en fait où les patients sont plus enclins à changer de mode de vie, à diminuer en fait tout ce qui est risqué pour la santé. Les gens arrêtent plus facilement de fumer, les gens changent plus facilement leur alimentation, les gens perdent du poids plus facilement et les gens vont pouvoir démarrer une activité physique plus facilement. D'où l'importance vraiment de démarrer l'activité physique, en tout cas d'introduire cette notion que c'est hyper important dès le diagnostic d'annonce. Et là, clin d'œil pour mes confrères et mes consoeurs. Je vais vous donner un résultat, parce que les chiffres, ça parle quand même. Ça veut dire quoi aujourd'hui, démarrer une activité physique? Pourquoi, en fait? C'est pas que dans la tête. On nous dit que le sport, c'est bon, on le sait. L'activité physique, c'est bien. C'est bien pour la santé mentale. La santé mentale, aujourd'hui, c'est très tendance. On sait que c'est hyper important. Mais quelques chiffres vraiment qui vous concernent. Sur des grosses séries de patients. Aujourd'hui, démarrer une activité physique dès le diagnostic de cancer du sein, c'est diminuer la mortalité totale jusqu'à 48%, c'est diminuer la mortalité spécifique due au cancer du sein jusqu'à 38%, c'est diminuer le risque de récidive de cancer du sein jusqu'à 24%. Voilà, moi, ça, c'est un chiffre qui me parle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des traitements qui sont très, très lourds pour les patients. On prescrit l'hormonothérapie, qui est lourde d'effets secondaires, qui a un réel impact dans la vie de la patiente et du patient. Je parle des hommes parce que l'activité physique s'adresse aussi aux hommes, on en parlera après. Donc voilà, c'est hyper important. Alors évidemment, ça ne remplace pas les traitements lourds.
Okay, toutes les études qu'on a eues, c'est des études qui évaluent l'activité physique en complément, bien entendu, des traitements du standard thérapeutique actuel. Voilà. Mais c'est des chiffres qui sont très importants. C'est comme tout, l'activité physique, si on attend des bénéfices sur le pronostic de la maladie, si on attend des bénéfices sur la tolérance des traitements, ben, pour obtenir ces bénéfices, il faut pratiquer l'exercice physique à la bonne posologie. On ne vous a pas fait votre chimiothérapie à moitié dose. Enfin, du moins, si on est obligé de la faire à moitié dose pour des raisons particulières, on n'a pas les résultats qui sont attendus dans la littérature scientifique. Donc l'exercice physique aujourd'hui, c'est prouvé aussi, en fonction des cancers, il va falloir pratiquer avec une certaine posologie. Ça fait l'objet d'ailleurs d'un guide de prescription. Il y a quelques années, des gens ont travaillé en fait pour dire voilà, il faut pratiquer tant d'activités physiques pour tel type de cancer. Alors le cancer du sein, ben, je vais vous parler concrètement. Concrètement, pourquoi? Parce que quand vous dites en consultation à une patiente qu'il faut démarrer une activité physique, eh ben, elle me répond toujours, mais je vous assure, je fais plein de choses, je fais mes cours, je fais mon jardinage. Ça, c'est un mode de vie actif. C'est très bien, mais ce n'est pas de l'exercice physique. L'exercice physique, on l'entend par, eh ben, il va falloir dépenser 9 mètres par semaine. C'est quoi 9 mètres par semaine? C'est une posologie, et 9 mètres par semaine, quand vous marchez 1 heure à 5-6 km/h, vous dépensez 3 mètres. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire 3 heures de marche par semaine pour dépenser les 9 mètres pour les bénéfices attendus que je vous ai annoncés un petit peu plus tôt. Alors vous allez me dire, c'est faisable 3 heures de marche par semaine. C'est un rythme, c'est un sacré rythme parce que c'est 3 heures par semaine. Il faut que ce soit pérenne, il faut que ce soit au moins 18 semaines consécutives pour avoir ces bénéfices. Voilà. Mais vous voyez par exemple que pour les cancers du côlon, les cancers colorectaux, les cancers de la prostate, il va falloir dépenser 27 mètres par semaine. Ça, 27 mètres par semaine, si on ne propose pas une structure adaptée pour permettre aux patients dans un milieu encadré de dépenser 27 mètres par semaine, ben c'est impossible. C'est comme vous dire, allez faire votre chimio. Point. Voilà. Pour faire une chimio, à la bonne posologie, il faut être dans une structure encadrée, etc. Donc, à la bonne posologie. On sait aussi des choses que je dis assez rapidement, des études qui ont montré qu'une intervention chirurgicale, c'est un stress pour l'organisme. C'est une vraie épreuve d'effort. Et on sait aujourd'hui que les patients qui pratiquent une activité physique dans le cadre d'un programme de préhabilitation avant une chirurgie, eh bien on sait que le risque de complications, il est moindre chez ces patients-là et de façon si significative. C'était vraiment pour vous en dire un mot. Mais c'est des choses qui sont très, très importantes. Moi, je suis chirurgien en oncologie. Voilà, c'est des choses qu'on peut proposer aujourd'hui. En tout cas, il y a des recommandations aujourd'hui de l'Institut national du cancer, c'est de démarrer une activité physique le plus tôt possible et d'avoir, lors du diagnostic d'annonce, toutes les informations sur les bénéfices attendus à démarrer une activité physique. Ça, ce sont les recommandations de notre société savante. Okay ? Donc, vous voyez, c'est des petites illustrations. Bon, moi, c'est le rugby adapté. On va mettre très rapidement un ballon de rugby dans les mains des patients. Ça permet, en fait, c'est pour vous illustrer qu'on en parle très, très tôt. Donc, le petit mot que je vous ai dit tout à l'heure, en effet, il a fallu réfléchir. Les médecins, ils peuvent aujourd'hui prescrire l'activité physique sur une ordonnance. On engage notre responsabilité. Quand on prescrit quelque chose, ça veut dire qu'on prescrit ce qu'on connaît en général. Donc, ça veut dire qu'il faut être formé à cette prescription, il faut savoir ce qu'on prescrit. Et puis, surtout, quand on prescrit quelque chose, il faut savoir où on va orienter les personnes. Parce qu'une fois qu'on a prescrit, en général, les gens nous disent « mais ça, je vais où ?» Voilà. Donc, il faut pouvoir avoir un réseau, en effet, de personnes avec qui on travaille, en qui on a confiance pour recevoir nos patients. Mais aujourd'hui, il y a un guide de prescription. Le site du Vidal propose un guide de prescription pour l'activité physique. Et ça fait l'objet d'un décret de loi.
La deuxième partie de mon exposé, c'est de vous parler d'un exemple. Alors aujourd'hui, il y a plein de stands, il y a plein d'associations, il y a les Rubies, mais il y a plein d'autres associations qui œuvrent dans le sport adapté, dans l'activité physique adaptée. Je vous parle d'un exemple, on est à Toulouse, et puis en plus, si c'est possible avec le rugby, j'ai envie de vous dire que c'est possible avec plein de sports. Donc voilà, je vais vous dire un mot, mais évidemment, c'est poser la question. L'idée, c'était de pouvoir offrir aux gens, de pouvoir leur proposer une activité physique. Et donc, toutes nos fédérations sportives missionnées par nos ministères du sport et de la santé pour trouver en fait une de leurs activités qui pouvait être compatible avec un sport adapté. Donc, je ne vous dis pas la réflexion. Il y a eu quelques blancs à la Fédération française de rugby. En 2015, on a eu l'occasion à l'Oncopole d'être quelques médecins à partir à la fédération pour réfléchir sur ce projet. Et donc, voilà, quel rugby, évidemment pas celui que vous regardez le week-end à la télé, mais un rugby à 5 avec un nombre de pratiquants réduit, sur un terrain réduit, avec des règles adaptées. Il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée. Il y a du contact, mais un contact qui ne va pas être violent. Et ça, on l'a essayé et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'intérêts à cette pratique, notamment le collectif, qui est quand même motivant, le côté ludique, qui est quand même très motivant aussi, et puis en observant ensuite des côtés, par exemple, comme la passe en arrière. L'idée, c'est de ne pas mettre les patients en situation d'échec lors de leur première séance d'entraînement. Je vous rappelle qu'en consultation, on a mis 10 minutes, un quart d'heure pour le motiver, qu'ensuite, il est tout seul chez lui pour se dire j'y vais pas, j'y vais pas. On va sur le terrain, il fait nuit en hiver, il fait parfois froid. Donc c'est un effort considérable pour le patient d'arriver sur le terrain et de dire bonjour, je suis nouvelle ou je suis nouveau, j'ai été adressé par tel docteur. Donc évidemment, l'idée, c'est vraiment pas de le mettre en situation d'échec. Et c'est vrai que la passe en arrière, ça permet pour des gens qui sont en cours de traitement, qui ont des capacités physiques réduites, de toujours être en situation de jeu, de toujours être en situation de réceptionner le ballon. Et puis quand on est porteur de ce ballon, on s'est rendu compte que c'est un engagement. Et le docteur Hérin l'a dit tout à l'heure, l'idée, ça va être de reprendre une vie normale pour plus de 2/3 des patients après leur cancer, le plus vite possible. Et le fait de s'engager sur un terrain, le fait petit à petit de retrouver confiance en ce corps et en toutes ses fonctions, ça permet une récupération accélérée. Et nous, on s'est rendu compte dans nos évaluations que les patients reprenaient plus rapidement le travail quand ils pratiquaient une activité physique régulière. Évidemment, dès le départ, on est médecin, on est oncologue, nous, on évalue. Tous les gens qui sont allés sur le terrain, on les a évalués, on a évalué leurs symptômes, la qualité de vie, avec des questionnaires qui sont validés en cancérologie. Et on s'est rendu compte que sur 3 ans de pratique, l'asthénie, cette fameuse fatigue là, qui est là dans 100% des cas, elle diminue. La fatigue, c'est beaucoup de choses. Quand on dit fatigue, c'est pas uniquement une fatigue, c'est une fatigue motivationnelle. Il y a plusieurs domaines de fatigue et on s'est rendu compte que c'était valable dans tous les domaines de la fatigue. La fonction cognitive, on parlait du retour au travail difficile. La chef d'entreprise qui manage 30-40 personnes après une chimiothérapie, elle se sent hyper mal devant une assemblée. Parce que la chimiothérapie, parce que ces traitements lourds, parce que l'annonce du cancer, ça perturbe les fonctions cognitives. Et clairement, la pratique d'une activité physique régulière va améliorer de façon significative la récupération d'une fonction cognitive. Voilà, donc toutes ces choses-là, l'estime de soi qui a été évaluée, ça a fait l'objet de tests de médecine. Je passe un peu. La vie sociale, c'est un aspect qui est évalué dans les questionnaires de qualité de vie, dans la définition de la santé, de la bonne santé, le bon état de santé de l'OMS. L'aspect social est aussi un facteur qu'on a négligé pendant de nombreuses années, mais on s'y intéresse depuis quelques années. Et donc, franchement, la pratique d'une activité physique régulière va également améliorer ces fonctions sociales. Ça, je passe.
Hyper important. Là, on va parler de pronostic de la maladie. On a une publication récente dans une revue pour nous qui est très sérieuse et qui montre que chez les patients en fait, qui sont traités pour un cancer du côlon, lorsque l'exercice structuré fait partie du parcours de soins, eh ben, le pronostic de la maladie, ce n'est pas le même. La courbe en orange, c'est les gens en fait, qui pratiquent de l'activité physique. La courbe en bleu, c'est ceux qui n'en pratiquent pas. Et la survie est meilleure chez les patients qui pratiquent une activité physique régulière. On s'est rendu compte que pour obtenir ces séances d'activité physique régulière, qui étaient, je peux vous dire, c'était comme un traitement lourd, dans la phase active du traitement lourd, c'était des séances d'entraînement tous les jours. Donc, voilà, ça demandait beaucoup d'efforts aux patients. Pour obtenir en fait l'adhésion du patient en fait dans ce traitement lourd qu'est l'activité physique avec tout le reste, on s'est rendu compte en fait que dans le groupe où il y avait un soutien comportemental, alors je vous passe les détails de ce à quoi ça correspond, mais en gros c'est du coaching, de la motivation, rappel des informations, des bénéfices attendus, etc. Voir avec le patient ce qui ne va pas, pourquoi il diminue son activité physique. Et bien évidemment, il y avait une grosse différence significative pour ces patients qui avaient accès à ce soutien comportemental. Et puis, je vous donne des petites nouveautés qui sont récentes, mais ça va avec mon titre. Dans 10 ans, le sport fera partie de nos traitements. C'est une évidence. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que faire pratiquer une activité physique en aigu, je vous prends un exemple, faire courir sur un tapis un patient juste avant de son injection de sa perfusion de chimiothérapie et son immunothérapie dans les cancers colorectaux, ben ça fait régresser les tumeurs plus vite. C'est aujourd'hui des résultats qui sont hyper importants. On est dans des phases préliminaires, expérimentales, d'accord, mais on voit des choses quand même incroyables avec, alors on peut essayer d'expliquer pourquoi, le côté mécanique, la perfusion de la tumeur qui est meilleure lorsqu'il y a eu un exercice physique juste avant la perfusion de chimiothérapie, l'immunité également, il y a un rôle de l'immunité dans tout ça, mais le résultat est que la régression de la tumeur est beaucoup plus importante. Et puis enfin, une dernière chose aussi qui est assez récente, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte, vous savez tous que l'immunothérapie, vous avez entendu parler d'immunothérapie, qui est un peu la petite révolution de tous nos traitements ces dernières années, tout cancer confondu. On sait aujourd'hui ce qui se passe, on commence à comprendre ce qui se passe, d'accord ? On commence à comprendre que l'immunité est très impliquée et qu'il y a des cellules de notre système immunitaire qui sont impliquées pour reconnaître les cellules tumorales et pour induire leur mort avant qu'elles fassent de gros dégâts, d'accord ? Eh bien, il y a des gens qui sont allés plus loin et qui se rendent compte que l'exercice physique, ça va permettre de rendre hyper fonctionnelles ces cellules qui sont chargées de reconnaître les cellules tumorales et donc de les éliminer. Voilà, donc des choses qui sont très intéressantes. On est encore dans de l'expérimental et dans du préliminaire, mais vu les résultats qui sont publiés aujourd'hui, je peux vous dire que dans quelques années, tout ça fera partie de notre quotidien. Alors ici à l'Oncopole, on a un projet de recherche clinique, je vous en parle un petit peu parce que c'est quand même important. Je vous ai parlé de bénéfices, vous vous dites, oui, alors on devrait tous avoir accès à des diagnostics de cancer, à une activité physique qu'on nous propose comme les traitements. Évidemment, on s'est rendu compte que malgré ces bénéfices qui sont plutôt bons, l'adhésion des patients après un diagnostic du cancer, elle n'est pas très très bonne en France. Elle est de moins de 20%. Et encore, je peux vous dire, c'est mieux qu'il y a quelques années. On a réfléchi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les patients, ils n'ont pas toujours l'information, d'accord, dès le début. Ils l'ont pas toujours au bon moment. Okay. Ils n'ont pas toujours accès à une bonne prescription, même si aujourd'hui, il y a vraiment des praticiens qui font des efforts et qui s'informent, etc., et qui suivent des formations. Pourquoi ? Parce que selon où on habite, il n'y a pas toujours la bonne structure pour vous accueillir dans des conditions de sécurité, dans des conditions de bienveillance pour que vous puissiez continuer cette activité. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est nous d'évaluer l'adhésion
à travers un projet de recherche clinique en fait qui va évaluer la collaboration entre les structures, c'est-à-dire entre les structures de soins et entre les structures sportives à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas tout faire, nous, ici, intramuros. Enfin, on va être limité assez rapidement. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place tout un réseau pour que le patient, progressivement, il va récupérer une autonomie dans son activité physique. Ça va faire partie de son rythme. Petit à petit, on l'initie ici. Et puis, petit à petit, on s'éloigne et on se rapproche de son domicile pour que ce soit possible et qu'il puisse la continuer sur le long terme. Voilà, donc on a obtenu un chouette budget de l'Institut national du cancer pour mettre en place ce projet. Et donc, ça a commencé à Toulouse il y a quelques mois et puis on est en train de l'ouvrir dans 2 autres villes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors, j'avais mis un petit film, je ne sais pas si on a le temps, mais de toute façon, je crois que vous avez des démonstrations. C'était pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Je crois qu'il y a des démos, non ? Oui. Voilà, donc ce n'est pas la peine de regarder le petit film. Vous le verrez en vrai. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc faites du sport. Merci Stéphanie, c'était super. Est-ce que nous avons des questions? Je suppose que vous avez des interrogations, des points à éclaircir, des commentaires. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à l'épidémiologiste. Je suis porteur d'un gène BRCA2, comme de nombreux membres de ma famille. Et j'aimerais savoir quelles précautions de prévention je peux encourager les plus jeunes de la famille à prendre, connaissant le gène porteur, de façon à ne pas me retrouver un petit peu dans la situation où moi je me suis retrouvé, puisque moi je n'ai découvert mon cancer du sein que par autopalpation, parce que c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Et je pense que peut-être qu'il y a d'autres moyens, via échographie annuelle, via, enfin, je sais pas, d'autres choses de ce type qui permettraient de pouvoir anticiper par rapport à l'arrivée de la maladie. Merci. Merci pour votre question. Alors, juste pour être sûr et certain de bien comprendre, vous parlez des jeunes hommes ou des jeunes femmes? Les jeunes hommes porteurs, les deux. Non. Alors, dans ma famille, je sais déjà que j'ai une nièce qui est porteuse du BRCA2 et ma fille non, mon fils n'a pas encore fait le test. Mais bon, il y a matière à traiter tout ça, sachant que mon père est parti d'un cancer du sein, j'ai un oncle qui est parti d'un cancer du sein, j'ai une cousine qui a été touchée du cancer du sein et ses filles sont porteurs du gène, et un de mes frangins est parti du cancer du pancréas, et que j'ai eu également, avant le cancer du sein, le cancer de la prostate. Alors, il me reste celui du pancréas. Oui. Un grand plaisir. Alors, il y a des recommandations effectivement de dépistage vraiment précoce qui s'adressent en grande partie plutôt aux femmes concernées par la mutation du gène à partir de l'âge de 30 ans, voire plus jeune s'il y a des antécédents de cancer du sein avant 35 ans, par des imageries systématiques tous les ans et des palpations très répétées. L'alternative de ce dépistage qui est clinique et radiologique, c'est d'effectuer, si les patientes en sont demandeuses, une chirurgie de réduction de risque qui permet d'abaisser en fait le niveau de risque, donc le risque d'un jour être malade, par moyen chirurgical. Donc c'est très encadré comme chirurgie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour un homme, ça ne serait pas trop le cas, parce que le risque pour les hommes, il est moindre dans ce cas de figure-là par rapport au risque que j'indiquais tout à l'heure dans la diapositive. Pour les hommes, dans le cas de BRCA2, parce que c'est le plus connu pour être responsable d'un surrisque de cancer du sein, on est plutôt sur des risques qui avoisinent 7-8% pour les hommes au cours de leur vie. Donc on n'est pas dans des risques qui avoisinent 70% au cours de la vie chez les femmes. Donc pour les hommes, la recommandation qui est formulée dans ce cas-là, c'est un dépistage qui est clinique, parce que la glande mammaire de l'homme, elle est généralement petite, et donc la palpation est plutôt simple, mais on peut conseiller des autopalpations, mais il y a aussi une palpation médicale qui est conseillée au moins une fois par an, et surtout une vigilance plutôt sur l'apparition de signes, de pas tarder avant de consulter si on constate un écoulement mammaire ou un autre symptôme. C'est vrai qu'on n'a pas d'imagerie systématique dans ce cas de figure à dégainer à chaque consultation médicale de suivi. Pour les hommes qui présentent ce qu'on appelle une gynécomastie, c'est-à-dire une glande mammaire qui est plus développée que les autres hommes, à ce moment-là, on peut parfois envisager une échographie annuelle
mais c'est vraiment au cas par cas. Oui, la mammographie, ça passe aussi, mais en dépistage, c'est pas recommandé de manière systématique parce que le risque est plus faible, en fait. Statistiquement, après, il y a des variations entre les familles, hein, mais le risque est plus faible normalement pour les hommes liés à BRCA2. Mais il reste plus élevé que la population générale. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a ici, la dame a une question? Bonjour, merci beaucoup pour ces exposés passionnants. J'ai 2 questions, je les ai notées parce que je n'ai pas de tête, je n'arrive pas à retenir les choses. Alors, il y en a une, comme vous avez le micro, qui est pour vous, docteur. Je voulais savoir, donc moi je suis dans le cas où il y a des risques familiaux en cancer du sein, cancer des ovaires dans une branche familiale. Il y a eu un cancer des ovaires chez une cousine à 38 ans qui a été soignée et qui va bien, et qui est donc le cas index de notre famille. Donc, elle est suivie à Lyon, elle a fait les tests et on a relevé pour l'instant aucun gène connu, BRCA ou autre. Mais elle a refait des tests là récemment où on a refait des analyses chez elle. Donc moi, du coup, je suis le cas secondaire dans lequel on m'a rien fait du tout. Mais quand même, comme il y avait eu 3 cancers des ovaires, 3 cancers du sein, on m'a recommandé une prophylaxie pour les ovaires, l'annexectomie. Et là, elle a eu dans son dernier examen, enfin analyse, un compte-rendu avec pas vraiment un gène identifié comme un facteur de risque, mais une mutation qui était, je ne me rappelle plus le mot, une mutation qui est mais inconnue encore, enfin d'effet inconnu. Une variation de signification incertaine. Voilà, quelque chose comme ça. Et alors, donc du coup, j'ai transmis ce résultat, alors me semble-t-il, je suis presque sûre, j'ai transmis ce résultat au service d'oncogénétique de Toulouse. Mais en fait, moi, on ne m'a pas proposé de faire ce test. Je voulais savoir si c'était normal ou si peut-être il fallait que je fasse une relance. C'est très bien que vous posiez cette question-là parce que, effectivement, on disait tout à l'heure, les connaissances, elles changent en génétique. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, par nos tests génétiques, il y a parfois, on trouve des variations génétiques pour lesquelles le biologiste qui fait l'interprétation des résultats au laboratoire ne peut pas répondre à la question, à savoir si la variation génétique est la responsable d'une dysfonction du gène ou pas. On a tous plein de variations génétiques dans nos gènes. On est tous différents les uns des autres. On a une multitude de variations dans la recette de nos gènes. Mais là, une très grande majorité de ces variations génétiques-là ne sont pas responsables d'une dysfonction du gène en lui-même. Et donc, c'est le travail du biologiste qui fait l'analyse génétique au laboratoire, c'est justement de faire le tri, en fait, dans la multitude d'informations génétiques pour rechercher la variation du gène qui va l'empêcher de fonctionner s'il y en a une. Les variations de signification incertaine, elles sont mentionnées sur les comptes rendus juste pour dire, voilà, au moment du test, les connaissances n'ont pas permis de statuer sur une variation du gène. Ce n'est pas une mutation. C'est pas une mutation. D'accord, je croyais que c'était une mutation. Une variation de signification incertaine, ce n'est pas une mutation, c'est juste l'indication de la part du biologiste qui a signé l'examen d'analyse, qui a dit, voilà, il y a une variation pour laquelle, aujourd'hui, les connaissances au moment du test ne permettent pas de statuer. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, l'accumulation de connaissances ne permettra pas de faire la part des choses. Et donc, il les mentionne sur le compte-rendu. Et généralement, il y a une phrase. Alors, je vais vous donner notre phrase classique à l'oncopole. C'est ce variant de signification incertaine ne peut pas faire l'objet de tests ciblés chez les membres de la famille, ni faire l'objet de traitements spécifiques. En gros, on ne va pas enclencher de tests chez les apparentés sur la base d'un point d'interrogation qui, peut-être dans quelques années, sera recatégorisé comme quelque chose de très neutre, en fait. Donc, c'est juste pour dire que les connaissances génétiques et les tests génétiques, ils évoluent de pair. C'est-à-dire que plus on en sait, plus on peut être précis. Et quand on ne sait pas, il faut avoir l'honnêteté de dire je ne sais pas. Et c'est le cas de variant de signification. Donc tout va bien. Tout est normal. Dans le processus. S'il s'agit bien d'un variant de signification incertaine. C'est dommage, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais ça, je pense que ça doit être ça. Vous pourrez vérifier. Ça m'a l'air, souvent, on abrévie le terme en VSI aussi. Ou je ne sais plus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et après, alors j'avais une autre question, c'était un petit peu sur les facteurs de risque dans la première présentation. J'ai vu apparaître les seins denses, et je croyais pour moi que les seins denses, le problème
Après, c'était une lecture plus difficile des mammographies. Enfin, je ne sais pas si j'avais compris ça. Mais est-ce que c'est vraiment aussi un facteur de risque en soi? Oui, c'est un facteur de risque parce qu'en fait, quand on a les seins denses, on a plus de glandes en fait. Donc mécaniquement, plus on a de glandes, plus on a de surface en fait pour développer un cancer du sein. Parce que j'ai les seins denses et puis je m'inquiète maintenant pour ma fille et ma fille a les seins denses également. Donc, alors après, toutes les jeunes femmes ont les seins denses aussi, hein, donc il y a une évolution mammaire au fur et à mesure de l'âge. Un truc qui est un peu lié, c'est la taille des seins. C'est un facteur de risque ou pas? Une poitrine volumineuse? Alors là, je ne sais pas trop, mais je dirais plutôt qu'il y a plus de graisse autour, en fait, donc ça ne doit pas être un risque. Ça n'a pas été montré. Ça n'a pas été montré. Je ne l'ai pas retrouvé, en tout cas. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Bonjour. Question très pratico-pratique. À qui on s'adresse pour éventuellement avoir le certificat pour la pratique sportive? Oui, je ne pouvais pas tout aborder. Comment dire, c'est sur prescription dans le cadre des pathologies chroniques et dans le cadre de la pathologie cancéreuse. Une prescription peut suffire. Mais il y a quand même des clubs et des fédérations, etc., qui vont demander en plus un certificat de non-contre-indication. Donc, le certificat de non-contre-indication, le CACI, le médecin traitant peut le faire. L'oncologue peut le faire aussi. Tous les médecins, on peut faire des certificats de non-contre-indication. Mais par contre, ce qui est important, c'est dans le cas d'une pathologie chronique, c'est de se faire une prescription. Alors, c'est important parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour la Fédération française de rugby, depuis cette année, donc vous voyez, c'est très très récent, pour cette saison, il y a la licence santé, rugby santé, et donc il faut une prescription médicale. Mais dans pas très longtemps, il y aura des remboursements. Aujourd'hui, il y a des mutuelles qui prennent en charge un forfait dans le cadre d'un diagnostic de pathologie chronique. Des mutuelles, vos mutuelles, renseignez-vous, peuvent donner un forfait pour l'année. Et évidemment, il va falloir une prescription médicale. Et puis, dans pas très longtemps, ça fera sûrement l'objet, notamment en cancérologie. Ce sera la première pathologie chronique, la pathologie test, entre guillemets, pour notre système de santé, pour mettre un acte remboursé. Ok, merci. Et j'avais une deuxième question pour le médecin à côté. Comment on fait quand on est polyactif et qu'on a à la fois une salariat et libéral? On s'adresse à qui? Bien, on s'adresse d'abord au médecin du travail du côté salarié. D'accord. Et ensuite, soit il vous pratique des conseils également par rapport à votre côté libéral, soit vous pouvez consulter dans un centre de pathologie professionnelle, comme je vous l'ai montré, dans chaque CHU, qui sont là pour vous donner des conseils. Mais il n'y aura pas de quelque chose qui va s'imposer à l'employeur, puisque vous êtes vous-même l'employeur. Donc c'est du conseil qui vous sera apporté. Merci. Merci à vous.